Bonjour Johanna. Bonjour. Bonjour Laetitia. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder un portrait de vous dans l'émission Chasseurs d'étoiles. Pourriez-vous, dans un premier temps, vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Johanna, je suis en Israël depuis à peu près 8 ans et demi, c'est ma deuxième alia. Donc, ma première, c'était il y a 24 ans. Je suis dans le milieu associatif depuis à peu près 8 ans, ici en Israël. Et je suis maman de 2 enfants, 2 soldats à l'armée. Bonjour, je m'appelle Laetitia, je suis en Israël depuis un peu plus de 12 ans. Je suis avocate de formation, fraîchement débarquée dans le domaine du bénévolat grâce à Johanna. On s'est rencontrés sur une autre association. On a décidé de prendre une autre voie ensemble et on est resté dans le cadre des enfants. Donc les enfants qui sont hospitalisés, malades, qui sont retirés à leur famille pour violence et autres. Et on a monté les Vavot for You en août. Notre but, c'est vraiment d'aider tous les enfants, en particulier les enfants qui sont dans des foyers ou des orphelinats en Israël. On avait vraiment un projet commun qui était celui de mettre un peu de notre temps à disposition des personnes qui en avaient besoin en Israël. On voulait se concentrer uniquement sur Israël, contrairement à la précédente association dans laquelle on s'était rencontrés, qui était à l'échelle internationale. Nous, on a ressenti ce besoin un peu presque physiologique de tendre la main aux gens qui étaient ici. Alors au début, ça a été un peu sommaire, on l'a fait avec nos petits moyens et en fait, on s'est aperçu très vite qu'il y a eu un engouement, des gens qui ont voulu nous suivre et on s'est pris au jeu à organiser des activités et surtout, plus important que tout, à créer des liens avec ces enfants. En particulier les enfants de l'orphelinat, parce qu'effectivement, les hôpitaux sont beaucoup visités en Israël. Donc, il y a plein d'associations exceptionnelles qui viennent, qui réjouissent, qui aident. À l'inverse, au niveau des orphelinats, c'est des endroits qui reçoivent des soutiens financiers, certes, mais au niveau des visites et au niveau de la création du lien, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus délicat et ça demande un investissement continu. Et ça, Johanna, c'est vraiment quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Et en fait, je me suis calquée sur elle, c'était inspirant. J'ai trouvé qu'elle avait raison, c'était enrichissant. Et vous pourriez nous donner, par exemple, une journée ou un après-midi type? Alors là, tu parles de l'orphelinat dont on s'occupe un peu plus particulièrement à Netanya. C'est un orphelinat de 110 jeunes filles qui ont démarré vraiment pas super leur vie et qui ont eu vraiment des relations avec des parents compliqués et la famille compliquée. Ce qu'on a commencé à faire au début, on a fait comme ce qu'on faisait d'habitude. On est venu, on a fait une activité, c'était pour Hanouka. Et on est venu, les beignets, les dessins, les casquettes, les customisations, le maquillage, la musique. On a fait une journée, on s'est éclaté avec elle. Et c'était dur parce que c'était la première fois que vraiment, j'ai fait beaucoup d'hôpitaux jusqu'à maintenant, j'ai vu des enfants qui étaient très malades jusqu'à maintenant. J'ai jamais eu ce ressenti-là que quand je suis rentrée dans l'orphelinat, je me suis littéralement enfermée dans les toilettes. J'ai pleuré pendant 15 minutes, je ne pouvais pas m'arrêter. De voir ces enfants, on capte vraiment sur leur visage, dans leurs attitudes, dans leur regard, qu'ils ont souffert. Et en fait, on a décidé de donner, au-delà de l'argent, au-delà des activités, de donner de nous, de notre temps. Et depuis, moi, personnellement, je vais les visiter au moins une fois par semaine, quand je peux. Bien sûr, c'est pas toutes les semaines, mais presque toutes les semaines, tous les dimanches, juste pour aller les voir. Et alors, ce qui est très aussi surprenant, c'est que la première, justement, pour reparler de cette action qu'on a faite à Hanouka, on amenait des bénévoles avec nous qui ne connaissaient pas ce milieu, tout comme nous d'ailleurs. Et on était persuadés qu'on arrivait en terrain conquis, c'est-à-dire, bon, on a l'habitude, on est toute maman, donc on sait ce que c'est que jouer avec des enfants. Mais finalement, on a été très surprises. Parce qu'on ne jouait pas avec des enfants. On jouait avec des enfants qui ont été privés de leur enfance. On jouait avec des enfants qui sont enfermés entre des murs qui ne sont pas les murs de leur foyer. Donc en fait, les cartes sont redistribuées. Et on est sortis de là. C'était unanime. C'est-à-dire toutes les femmes qui étaient venues bénévoles avec nous. On a mis tout du temps à s'en remettre. On est sortis de là en se disant, mais finalement, qui a apporté à qui? On est sortis de là vidés, mais pleines. C'est paradoxal. On s'est vidé de tout ce avec quoi on est arrivé. Et on est sortis avec des régachotes, des sentiments. On avait, je pense, en tant que maman, en tant que tata, en tant qu'amie, jamais ressenti. Et on a vraiment, personnellement, je sais qu'on a mis du temps à se remettre de cette journée-là.
Et d'ailleurs, ça a été unanime. De toutes les filles qui sont venues à cette journée-là, jusqu'à aujourd'hui, elles sont toujours bénévoles pour venir. Quand on y retourne, c'est vraiment une tournante. Les filles, elles viennent, elles se sont attachées. On connaît le nom des enfants, on connaît vraiment ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent. On arrive, c'est des câlins, alors qu'au début, on ne pouvait pas les toucher, elles ne nous approchaient pas. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un vrai échange. Elles nous connaissent, quoi. En fait, le problème, c'est qu'on a du mal à s'imaginer, pour nous les Français, quand on monte en Israël, c'est un peu la terre où coule le lait et le miel. Et on ne peut pas savoir que le lait peut avoir un goût amer, caillé, ou que le miel, il n'est pas toujours bon pour la santé. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des choses pas très jolies qui se passent ici aussi, et qu'on ne peut pas fermer les yeux, et qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et que si, justement, on veut améliorer ça, alors chacun, à sa petite échelle, doit prendre conscience qu'il a un rôle à jouer. Les filles, le 7 octobre a profondément marqué le peuple juif et surtout les Israéliens, comme vous le savez. Vous avez vécu comment ce moment-là, justement, et quelle mission vous êtes donnée à l'instant où vous prenez conscience de ce qui se passe? Wow. Bon, déjà, comment je l'ai vécu super mal. Moi, mon fils est rentré à la maison de 17 jours d'armée. Donc, il faut savoir que mon fils, il est dans une unité spéciale, donc c'est pas ce qu'il y a de plus calme. Il était pas rentré à la maison depuis 17 jours. C'était pile le premier jour, il était rentré à la maison. On a eu les deux Hazakot, comme tout le monde. On est à Tel Aviv, c'était Simchat Torah. À la deuxième Hazaka, on s'est déjà dit, bon, il y a quelque chose qui va pas. Donc, évidemment, il est parti sur son téléphone et il a été appelé tout de suite. Donc, il venait de rentrer la veille. Il est 8h du matin, il est convoqué. On comprend qu'il se passe quelque chose. On comprend que c'est quelque chose de grave. Et là, vous comprenez que vous envoyez votre fils à la guerre. Différent. J'ai pas d'enfant à l'armée. Je suis Natania, donc on n'a pas eu d'Azakot. Et moi, je suis avec mes copines, ma belle robe de fête, pleine de simra pour aller célébrer la fête de la Torah. Et sur le chemin de la synagogue, on part de manière tellement légère. Et il y a un avant et un après, il y a une brisure qui se fait à ce moment-là, où il y a cette insouciance qui reviendra plus jamais par la suite. Parce qu'on voit des gens qui s'arrêtent. C'est vide, mais c'est vide. Les rues sont vides et on voit des gens qui s'arrêtent en voiture et qui nous crient dessus. Et on ne comprend pas pourquoi ils nous crient dessus. Ils nous disent, mais rentrez chez vous, vous ne comprenez pas. Donc, on descend de la synagogue et on voit des mamans comme Johanna, dont les enfants viennent d'être appelés, donc elles sont toutes en pleurs. On s'interroge, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on entend des mots, guerre, pénétration, viol, violence. On entend qu'il y a des kidnappés, on entend qu'il y a beaucoup de morts, on entend qu'il y a eu une fête. Et en fait, c'est un flou. Mais tout ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment très grave. Justement, qu'est-ce qui se passe dans les jours qui vont suivre? Vous avez cette prise de conscience, vous réalisez ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous décidez à ce moment-là ensemble? En fait, le 8 au matin, comme à peu près tous les Israéliens, tout le monde file au supermarché, il faut faire des plans. Et je suis sur la route et je me dis, attends, si nous on part comme ça, imagine-toi les soldats, avec quoi ils sont partis? Je me dis, avec rien. Donc je mets juste un message dans un groupe WhatsApp en disant, les filles, je vais faire les courses. Celle qui veut participer pour que j'achète des gels douche, faites-moi un bit. Mais dans ma tête, à ce moment-là, je pense que je vais avoir 5-6 copines qui vont me répondre. Finalement, je vois un afflux d'argent, j'ai même pas assez de caddies, assez de bras pour tout remplir. Et je prends les paquets de tout, de serviettes hygiéniques, de gel douche, de brosse à dents, de tout ce que je peux remplir. Et j'appelle Johanna, je lui dis, Johanna, déjà elle est effondrée. Et je lui dis, Johanna, est-ce que tu es d'accord? Elle me dit, finis pas ta phrase, mais c'est évident, c'est une évidence, on switch. Et là, on switch en mode réalité. Donc, en fait, vous passez de cet investissement qui est toujours actuel, bien évidemment. En tout cas, l'action, elle est principalement sur les enfants. Et là, vous dites non, il y a un vide quelque part au niveau de l'armée, au niveau des soldats. Les soldats, c'est nos enfants aussi, hein. Donc, pour moi, c'était évident. La seule chose que je me disais, c'est est-ce que légalement, on peut faire ça? Après, je me suis dit, est-ce que là, tout de suite, maintenant, il y a quelqu'un qui va venir me dire, légalement, tu sais, tu ne peux pas ou tu peux. Et après, je me suis dit, de toutes les façons, des soldats, ça reste des enfants. Alors, elle part au supermarché et moi, je reçois des milliers de messages sur mon téléphone de France. Écoute, Johanna, on veut donner, on ne sait pas qui donner. Et en fait, tout le monde me disait, tu sais, il y a plein de gens qui ont dû créer des faux liens, saisir l'occasion pour qu'il y ait de l'arnaque. Nous, on n'a pas confiance en beaucoup de monde. Moi, j'ai toujours collecté de l'argent, que je sois dans le système associatif ou avant, voilà, de façon complètement autonome. J'ai toujours récolté de l'argent pour des bonnes causes.
Donc, moi, on s'appelle, en fait, quasiment en même temps, simultanément. Et je lui dis, tu sais, et elle me dit qu'elle fait ça. Je dis, bon, alors, vas-y. Ça a duré, 3 secondes. Et en fait, ça n'a pas été nous qui avons pris les rênes. C'est toutes les demandes qui nous sont arrivées de partout, quoi. À partir du moment où vous récoltez cet argent-là et vous faites savoir que vous avez une association qui est prête à aider les Khayalim, je rigole parce que on m'avait dit, bouge pas, je vais mettre un message dans un groupe de gens qui s'étaient réunis, que des Israéliens, ils étaient peut-être 1000. Et il y a un contact que je connais ni d'Adam ni d'Ève, hein. Il a mis, voilà, une association qui veut aider. Si j'ai pas eu 200 messages en moins de 1 minute, c'est que j'en ai pas eu. Je savais plus quoi faire, je ne savais plus quoi dire. J'ai rappelé le monsieur, je lui ai dit, je vous en supplie, retirez-moi. J'ai ce qu'il faut, là. Je vais pas avoir assez pour faire tout le monde. Et en fait, toutes les actions, elles sont venues à nous. Comment on a commencé ? Mon fils a été, il est parti le 7. Pendant 4 jours, il a été à Berry. Et au bout de 4 jours, ils l'ont ramené sur Yehuda et Shomron. Donc là où de base, c'est sa mission. Et ils sont arrivés dans un kibbutz. Donc en fait, les kibbutz, les moshavim, ils ont été réquisitionnés parce qu'ils sont passés à 350 000 soldats quand même en une journée. Donc c'est énormément plus que la masse de soldats habituelle. Et il y a eu du petit cafouillage au début. On peut en vouloir à personne, c'est la faute de personne. Il n'y avait pas le matériel, il n'y avait pas la nourriture comme il fallait. Ils ont zappé mon fils et 600 soldats pendant 24 heures. Elle m'a appelée en crise. Hystérie. Comment ils peuvent laisser nos enfants? Mon fils n'a pas mangé pendant Shabbat. Après, elle arrêtait pas de dire nos enfants. J'ai pas compris. T'es mère de 600 enfants de la base. Ah ouais. Mon fils, on a bien compris. Donc finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cuisine sur place, que le kibbutz n'avait pas la capacité de produire à manger pour autant de personnes. Midi et soir. Midi et soir. Et donc pendant 10 jours, on a nourri 600 soldats midi et soir. Voilà. Enfin, nous. On va à César, César. Nous et nos bénévoles qui... C'était quand même un budget de 20 000 shekels jour. Énormément de repas. Énormément de trajets, ça m'a permis de voir mon fils à peu près tous les jours, j'avoue. Voilà. Enfin non, pas pour lui parce qu'il m'a dit j'ai honte maman. Mes copains ne voient pas leurs parents, on te voit 2 fois par jour, j'ai honte. Mais en tout cas, ça a commencé comme ça. Donc au bout de 10 jours, on a quand même vu qu'on n'allait pas pouvoir tenir la distance au niveau, même si on avait beaucoup de dons, prochaine, c'était pas la question. C'était même pas intelligent, logistiquement parlant, c'était pas intelligent. Il fallait qu'on trouve un plan B. Et c'est là qu'est venue l'idée de construire une cuisine dans le Moshav. Voilà, donc on a plutôt fait une cuisine pour les Khayalim. Et ils sont les autonomiser. Voilà, ils sont devenus autonomes. À partir de là, mais même pendant ça, on a eu des demandes, les vêtements. Vêtements. Decathlon, sa deuxième maison. Decathlon, j'ai compris pourquoi Decathlon avait ouvert à Natania. C'était juste pour qu'on puisse venir se fournir chez lui. Après les tzitziot, les teilim, les kippot, les renforcements, on envoyait des rabbanim qui mettaient de la simra. Et puis après, dans une deuxième phase un peu plus éloignée, un peu de kiff pour ces soldats. Donc des barbecues, des soirées. Attends, tu zappes. On a fait tous les t-shirts, les caleçons en dessous des pantalons. Les thermiques. Les thermiques. Non, dis-lui les mots. Elle m'appelle et elle me donne des mots en hébreu. Oui. Moi, je veux bien, je suis avocat, je sais te lire un contrat, mais les tsioudim de l'armée... Elle me dit, mais tu sais, c'est les Robocop. Mais c'est quoi, Robocop? Non, c'est les genouillères. Ça s'appelle genouillères Robocop. Alors, celles qui veulent le plus, c'est les Robocop. Et puis les gilets. Et les gilets pare-balles. Elle me dit, ne prends pas n'importe quoi, il faut que ce soit des céramiques. Ouais. Des céramiques. Bon, enfin... Donc, en fait, vous avez été... On est devenus dealers. Vraiment. Pablo Escobar, rien à côté de nous. On connaissait toutes les dates d'arrivée parce qu'il n'y avait plus de gilets pare-balles. Il y a un très très bel élan de la France. Ouais. On va parler de ce qu'on connaît, d'accord? Donc c'est pas par rapport à d'autres. On parle de ce qu'on a. Les Américains, enfin tout le monde. Mais on va parler de ce qu'on connaît. Quelles sont les personnes qui ont le plus aidé pour vous? Les Juifs. Ouais. Les Juifs. Israël, France, États-Unis, Amérique du Sud, Afrique du Sud. Canada. Ouais, on a même eu, je crois, des dons de l'Espagne qui sont arrivés même des gens qu'on connaissait. Je sais même pas. Je peux pas te dire. Est-ce que ça vous a permis aussi de voir la redoute qui existe? On a vu les deux côtés. On a vu la redoute et la haine aussi
à un stade où moi, je m'attendais pas. Je sais qu'il y a de l'antisémitisme, je sais que on n'est pas les plus aimés de la planète, mais à ce point-là, c'était de la folie. Et oui, l'union, c'était incroyable. Mais quelque part, enfin, moi, je trouvais que c'était pas très grave qu'il y ait de la haine. À la limite, c'est affreux à dire, hein, mais ça me faisait plaisir. Parce que je me disais, plus il y a de la haine de l'autre côté, et plus on va comprendre que chez nous, il nous faut de la hardoute. Et il y avait cette image très belle qui disait que quand on a une main ouverte, si on donne un coup, on se casse les doigts. Quand on a le poing fermé, on peut pas nous faire mal. Et c'est ça, le peuple. Le peuple d'Israël, c'est ça. Il y a eu tellement de pilougim, il y a eu tellement de discorde pendant les années qui ont précédé, l'année qui a précédé, qui nous a épuisés moralement, psychologiquement, que finalement, ce grand coup, qui a un coût, COUT, parce que vraiment, que Dieu nous en préserve, ça vaut pas un cheveu d'un juif, on n'aurait jamais permis qu'on le perde. Mais si dans cette difficulté, on peut en tirer quelque chose de bon, alors on va pas se gêner. Et c'est vraiment la hardoute qui va être sortie là, et il faut qu'elle perdure. Elle commence à s'effriter pour des raisons qui nous sont lointaines, c'est des raisons politiques, elles ne devraient même pas nous affecter. Ce qui se passe dans l'arène, ça se passe dans l'arène. Mais nous, nos soldats, on doit les encenser, on doit les porter à nu, on doit les embrasser, parce que d'abord, c'est très drôle, à chaque fois qu'on amène des bénévoles sur des bases, quand on fait, comme je disais, des barbecues, des moments de plaisir, de partage, toutes les bénévoles, elles cuisinent, les gens, ils viennent faire le barbecue, ça prend des heures, c'est super sympa. Toutes les femmes, religieuses, pas religieuses, mariées, pas mariées, elles sont amoureuses. Tout le monde ressort de la base amoureuse. Ah, mais moi, je vois des soldats dans la rue, j'ai envie de leur faire des câlins, j'ai l'impression que c'est mon fils, j'ai envie de leur dire merci, merci, merci. Mais le pire, c'est que c'est eux, comment ils nous remercient quand on est là-bas. Ça, c'est le deuxième volet. Ils sont, on dirait qu'ils sont étonnés. Je veux dire, ils sont là, ils donnent leur vie pour nous, parce que là, c'est le mot, ils donnent leur vie. Malheureusement, on en a perdu, on en perd, et j'espère que ça s'arrêtera, si Dieu veut. Mais ils nous remercient, ils sont tellement heureux, ils ont l'impression, genre, ils étaient, surtout au début, bon, maintenant, ça fait quand même 5 mois, mais au début, quand ils nous voyaient arriver avec tout ça, ils étaient choqués. Ce qui était très beau aussi, c'est quand ils nous disaient, on avait de la peine, forcément. Ils dormaient, il faisait froid, ils dormaient dans des conditions extrêmes, ils mangeaient pas bien, et puis ils étaient pas chez eux. Il y avait des pères de famille, il y avait des jeunes qui passaient à côté de leur jeunesse, entre guillemets. Et ils nous répétaient tout le temps la même chose. Quel que soit le mixar d'où venait le khayal, peu importe. Ils nous répétaient, nous on est là, on fait notre tafkid et on le fera bien. Mais vous devez continuer à vivre normalement. On fait pas tout ça pour rien. Ils voulaient pas qu'on tombe en dépression, ils voulaient pas qu'on s'enferme dans nos maisons, ils voulaient pas qu'on arrête de vivre, et ils voulaient surtout pas, de manière plus macroéconomique, que l'économie se casse la figure. Ils avaient bien compris que derrière tout ça, si on ne consommait plus, si on ne sortait plus, si on ne vivait plus, ce serait la double peine. Laetitia, Johanna, quelle est votre vision du pays? Quels objectifs vous êtes fixés aujourd'hui? Franchement, je sais pas si on est encore... Enfin, j'ai pas de recul pour dire qu'est-ce que... J'ai pas d'objectif là. Ma seule, c'est au jour le jour, me dire on prie, si Dieu veut, ça va s'arrêter. On va récupérer tous nos soldats, tous nos otages. Parce qu'on parle pas de nos otages, mais c'est... Ah oui, parce qu'on a fait aussi des actions pour les otages. Ouais. Enfin, pour les otages. Pour la famille des otages. Il y a le QG de Bring Them Home qui se trouve à Tel Aviv. On a été contactés pour leur fournir de l'aide alimentaire, parce que toute l'équipe de campagne, entre guillemets, de Bring Them Home, c'est très lourd, et ils ont besoin d'être nourris midi et soir, parce qu'ils travaillent bénévolement pour les aider à préparer les interviews, pour les aider à se tenir devant les journalistes, pour les aider moralement. Il y a des psychologues pour faire des recherches, pour savoir comment s'exprimer. C'est un vrai travail de fond qu'on ne se rend peut-être pas compte. Et tous ces gens-là, il fallait les nourrir. Donc nos bénévoles, elles ont mis la main à la pâte. Et on leur a servi à manger midi et soir. Donc on n'oublie pas on n'oublie pas non plus les méfounim. On a fait des bénévoles pour les qui ont trouvé plein d'appartements, qui ont contacté toutes les personnes qui étaient susceptibles de détenir des appartements en Israël qui étaient vides. On les a meublés, on a fait rentrer les gens dedans. Les nettoyages. Il y a eu des accidents de parcours. Ah ouais, on avait des accidents pendant les nettoyages des appartements des Mefounim. Remplir le frigo, faire à manger pour les familles qui ont été... relogés, voilà, tout de suite. On est vendredi matin, ils arrivent dans une maison qu'ils ne connaissent pas, c'est Shabbat, livrer des Shabbats, livrer vraiment tout ce qui est première nécessité. Et puis tous les vendredis, il y a aussi une énorme logistique, en fait, le jeudi qui se met en place, parce qu'on livrait, parce que là, depuis 3 semaines, au Hachem, il y a eu moins de demandes. On a livré, mais moins. Pendant les 16 premiers Shabbats, c'est les 16 premiers Shabbats, donc ça fait vraiment quasiment la totalité. On a livré à peu près 1000 repas par vendredi. Donc, ça veut dire avoir des conducteurs. Des conducteurs, des chalotes, des gâteaux, des salades, le repas.
Et comme elle dit, des conducteurs qui partent dans les bases. Donc, des fois, au début, c'était un peu chaud. Il y avait des requêtes. Elle est partie toute seule. Le premier, elle est partie toute seule avec Achim Laneshek dans une voiture. Alors, elle toute seule dans sa voiture, Achim Laneshek devant elle. Elle est partie dans le sud quand personne n'allait dans le sud. Voilà, mais En fait, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus grand. On réfléchit pas, c'est un peu instinctif. Elle, si je lui avais dit, tu dois, avant qu'on démarre les soldats, si je lui avais dit, voilà, pour les enfants, il faut que pendant 6 jours, on fasse ça, temps plein et tout, elle m'aurait dit, Laetitia, je peux pas, je travaille, j'ai d'autres choses. Et là, quand on est passé en mode soldat, il y avait plus, c'était 24 sur 24, 7 jours, pas 7 jours sur 7 parce qu'il y avait le Shabbat, mais 6 jours sur 7. Même nos maris, ils nous disaient, les filles levaient le pied, même nos bénévoles, les filles levaient le pied. Mais nous, on se rendait pas compte. Parce qu'on sait bien qu'on n'est pas les seuls. Baruch Hashem, il y a tellement d'associations et de gens qui ont aidé. Énormément d'engouement. D'ailleurs, on a créé un WhatsApp où on a rentré toutes les associations, toutes les personnes qui étaient dévouées et qui étaient hyper actives comme nous. Pour éviter les doublons. Voilà, parce que la logistique du départ, c'était un grand cafouillis, c'était compliqué. Bah oui, parce que tout d'un coup, on se retrouve à livrer une base qui a déjà été livrée. Et ça, on ne peut pas se permettre de gaspiller. Bah oui. Bon, alors, Baruch Hashem, ça s'est toujours bien goupillé. On a toujours eu où renvoyer. Même moi, j'ai fait quelques erreurs. Voilà, j'étais fatiguée. J'en profite aussi pour dire merci à Bishulim Sheleran, qui est notre traiteur depuis le début de la guerre, qui nous a porté vraiment au niveau de tous les repas qu'il a fait. Il a mis son cœur, des quantités énormes, à des tarifs défiant toute concurrence. Il a été vraiment notre partenaire, notre associé dans cette aventure, et il l'est toujours d'ailleurs. Et voilà. Et on parle d'une guerre imminente avec le Liban, malheureusement. Alors là, j'ai 2 enfants. Alors, mais... Son fils a été la porte d'entrée. C'est-à-dire qu'au début, on s'est servi d'appui sur la base de son fils, parce que c'était là où on avait un accès. Il ne faut pas oublier qu'on ne pouvait pas avoir accès aux bases comme ça. On devait rentrer, il fallait donner les plaques, les numéros d'immatriculation de Théodote et autres. C'était pas comme ça. Je suis devenue la meilleure amie du cuisinier de la base de mon fils. Non, c'était obligé, mais après, c'est évident. D'abord, par l'afflux de dons qu'on a eu et par l'afflux de demandes qu'on a reçues, notre service, il s'est diversifié énormément. On servait presque plus la base de son fils, qui était devenu autonome aussi. Ouais. Ça s'est pas un petit peu ralenti au niveau des dons? En fait, déjà, nous, on a beaucoup moins sollicité. Voilà. On part du principe... On sollicite que quand il y a vraiment une action qui est... Voilà. Tant qu'on a de l'argent. D'abord, alors je vais te dire quelque chose. On a pris conscience que les gens nous ont aidés, c'était magnifique. Mais que nous aussi, on pouvait créer cet afflux d'argent. Comment? Et on a des bénévoles exceptionnels qui ont réfléchi avec nous. On a dit, tu sais quoi? Les gens, ils ont besoin de faire une petite pause, de respirer, de souffler. Et on a fait des bingos. On a organisé des bingos. 100% pour les Chayalim, c'est-à-dire qu'on faisait venir les gens qui passaient une bonne soirée. Ils savaient que ce qu'ils allaient donner pour payer le carton, c'était pour les Chayalim, et les cadeaux nous ont été offerts. Donc, ils repartaient avec un cadeau, ils passaient un bon moment, c'était de la trauma, et du coup, on s'est retrouvés à remplir nos caisses par ce moyen-là. C'est aussi agréable de ne pas avoir à solliciter directement les gens. Il y avait une contrepartie, ils ont passé un bon moment. On a organisé des afrashot rala, on a organisé des voyages offerts de voyages chez le rabbi, donc ça a joué le jeu. Ils ont acheté des tickets de tombola. Donc, pour répondre à ta question, s'il doit y avoir une guerre, où qu'elle soit, avant tout, c'est pas entre nos mains. Toi, comment? On sait très bien que c'est géré depuis bien plus haut que nous. Ce qu'on a réussi à faire il y a quelques mois, si tu nous avais posé la question J-1, on t'aurait dit, mais même pas dans les rêves. Ouais. Et finalement, tu vois, la force, elle se décuple, le potentiel, on le porte tous en nous. Il faut juste qu'il y ait le petit switch. Donc, s'il doit y avoir une guerre dans le Nord, et je le souhaite pas, et si tout le monde dit oui, mais Nathalie, cette fois-ci, sera frappée, eh ben, on vivra comme les gens du Sud, comme les gens du Nord. On s'adaptera, on perdra pas la foi, nous on baissera jamais les bras, même depuis les Miklatim, on se débrouillera pour organiser des convois de nourriture, on trouvera des solutions, on s'adaptera. Franchement, on s'est adapté à rien quand il y a eu la guerre dans le Sud, et on fera la même chose pour le Nord, tout simplement. Je pense qu'il y aura des choses qui se mettront en place de façon naturelle. Oui, on se devra solliciter pour des dons. Nous, on s'est toujours dit que, bien sûr, on va être là pour s'il y a une deuxième partie. Et on sera aussi là, et je l'espère encore plus, pour la reconstruction surtout. Si vous deviez vous adresser aux personnes qui vous regardent aujourd'hui, quel message vous aimeriez faire passer? Quel message? Franchement, qu'il faut rester unis, qu'il faut s'entraider les uns les autres à la hauteur de ce que chacun peut. C'est difficile, parfois il y en a qui se sentent inutiles, mais voilà, chacun peut à son niveau faire un petit peu, beaucoup, énormément.
ça change rien en fait. Je pense qu'à partir du moment où tu as la kavana de participer et de vouloir aider, et si j'avais un message, c'est faut prier. Faut prier pour que Hachem il nous sorte de tout ça. Faut prier pour que tout le monde revienne sain et sauf. Faut prier pour que les otages, par un miracle que je ne connais pas, reviennent tous vraiment dans des meilleures conditions possibles. Et j'espère qu'on pourra vivre tranquille. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but de tout ça, quand même, c'est que les gens ils arrêtent de nous pointer du doigt. Enfin, je veux dire, on représente un chiffre ridicule mondialement. Et tout le monde, la terre entière a ses yeux posés sur nous. Donc c'est vraiment qu'on doit briller de mille feux. C'est vraiment qu'on est intéressant parce que malheureusement, dans les autres pays, quand tu regardes dans les autres pays, il y a des génocides, des vrais, pas ceux où on te dit que c'est un génocide et ils ont multiplié leur population par 100 en je ne sais combien d'années. Non, les vrais génocides. Et personne ne les regarde. Donc peut-être que ça serait bien que le monde entier s'interroge et pose ses yeux sur là où il y a vraiment besoin. Nous, c'est bon, ça va très bien. Merci. Tu vois, là, c'est sur ce point-là qu'on n'a pas la même philosophie. D'accord. Moi, je pense pas la même chose. Je dirais pour la rejoindre, oui, que bien évidemment, chacun a quelque chose à faire. Mais il faut faire. Oui. C'est obligé. Ah oui. C'est une obligation morale, c'est une obligation citoyenne. Quand on donne nos enfants à l'armée, c'est une obligation citoyenne. On ne le fait pas par plaisir. Quand nous, les Français, on monte en Israël avec des enfants en bas âge, on sait qu'on fait un choix de vie qui est lourd pour eux, qui est lourd de conséquences, même si tout se passe bien, même s'ils reviennent en bonne santé. On les ampute de 2 ans et demi, voire 3 ans, 3 ans maintenant, de leur jeunesse. Donc déjà, nous, en tant que Français, en tant que maman, on a déjà fait un sacrifice énorme. Alors il ne faut pas s'arrêter là. Il faut comprendre que maintenant, allez Kadima, on nous demande encore un effort. Et là où je rejoins pas Johanna, c'est que moi, je veux que le monde y continue à nous détester, ça me dérange pas. Parce que le monde, il m'indiffère. Ce que je veux, par contre, c'est que notre population, elle prenne conscience qu'on est le plus beau pays du monde, qu'on est le plus grand peuple du monde, mais pas grand par la richesse ou par la gava, grand parce que on dépend de Dieu. Et si on voit pas la main de Dieu dans tout ça? Les filles, je voudrais juste revenir sur un petit point concernant les enfants. Est-ce que vous continuez aujourd'hui, malgré cette petite parenthèse, grosse parenthèse, grande parenthèse accordée aux soldats, voilà. Est-ce que vous continuez aujourd'hui avec l'orphelinat, avec les enfants? Plus que jamais. C'est-à-dire, bien entendu, dans les 3 premiers mois du 7 octobre, alors on a continué à aller les visiter. On a fait moins d'actions, de sorties, de jeux, tout ça, mais on a été les voir parce que c'était nécessaire et puis elles étaient, elles aussi, dans l'angoisse. Donc on a continué à aller les voir pour les laisser un peu dans leurs habitudes. Mais là, depuis quelque temps, on a repris les activités. Il y a des activités qu'on paye mais auxquelles on ne participe pas. On continue et on continuera et on développe. Voilà. C'est tout à votre honneur. Jusqu'à temps qu'ils nous disent stop, on a besoin de vous. On vous en veut plus vous voir. On veut plus vous voir, tout va bien. Il n'y a plus de malades, il n'y a plus d'enfants qui souffrent. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ah mais amen qu'on soit au chômage. Amen. Alors, justement, une question très importante parce que tu évoques justement une petite oui, on blague. est 100% bénévole. Voilà. Ouais. La question, est-ce que vous êtes n'a pas bénévole? de Est-ce que vous frais de touchez structure. quelque chose? Voilà, Non. c'est hyper important de le C'est dire. même pas qu'on n'a pas de frais de structure, on paye nos frais de structure. Non, en fait, on a toujours communiqué en disant c'est 100% pour les khalim. Si on l'a écrit, c'est qu'on le fait. C'est-à-dire que quand on récolte 100, on reverse 100. Ouais. À part l'expert comptable, parce qu'on est tenu d'avoir un expert comptable en tant qu'association, c'est les seuls frais qu'on a. Johanna, elle a pris sur son temps. Moi, j'ai pris sur mon temps. Tous nos bénévoles prennent sur leur temps. À chaque fois qu'on a un prestataire qui veut nous facturer, on arrive toujours avec un grand sourire à venir pour obtenir sa Vous case. arrivez à négocier? Donc, Cadeaux, des ristournes. Moi, j'ai jamais voulu, parce qu'on me l'a souvent dit, on m'a toujours dit, mais ne te rends pas compte. parce que c'est très chronophage. Très, très chronophage, c'est vrai. Alors, on m'a toujours dit, je comprends pas, tu devrais prendre un petit salaire et tout. Je pense que je ne pourrai jamais. Je veux pas dire jamais, mais bon, en tout cas, c'est pas ma roche. Ouais, je veux pas parce que d'abord, c'est mon précède. Je veux pas que ça soit un travail. Je veux que ça soit vraiment mon maaser, mon précède, mon kiff, parce que je reçois autant que je donne. Et l'association, on s'est donné comme ligne de conduite que ça serait bénévole à 100%. Tout ce qu'on récolte, c'est pour les enfants, c'est pour les chayalim, c'est pour les gens. Parce qu'on ne fait pas que les enfants, pas que les chayalim. Mais chaque personne, en tout cas chaque mission qui arrive à nous, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent à nous sans qu'on ait besoin de chercher, chaque mission qui arrive à nous, on veut la réaliser, on veut aller au bout et on veut que ça soit
100% de notre cœur. De Donc toute manière, les adresses. quand on monte une association, les comptes doivent être déposés. Donc c'est forcément en totale transparence. Parce qu'il y a eu cette question qui nous a été posée, et à juste titre, parce que malheureusement, on sait que dans des temps de crise, il y a toujours ce qu'on appelle les profiteurs de guerre. Donc voilà, ça existe malheureusement chez nous aussi. Mais je pense que finalement, le sujet de savoir si on se verse un salaire ou pas, même si on a répondu à la question, il n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui est fait concrètement. Mais on Parce se qu'en verse pas vrai, de salaire. non, on s'en verse pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des associations où ils s'en versent et je les blâme pas. Non. Ça me va très bien. Parce que si effectivement, t'as quand même, on reste à titre individuel des personnes qui ont besoin de faire bouillir la marmite, entre guillemets. Donc s'il y a des personnes qui le font, mais qu'elles continuent de faire cet investissement de soi. Merci d'abord de nous avoir accordé ce magnifique portrait. Avec plaisir, merci à vous. Chasseurs d'étoiles vous souhaite de continuer à grandir pour aider toutes les personnes qui ont besoin de vous. On vous souhaite le meilleur avenir et une immense atzlacha. Merci. Oui. À très bientôt. À bientôt.